Alors effectivement, bon, la photographie mortuaire, elle est pratiquement contemporaine de la naissance de la photographie, hein. C'est vraiment dès le début qu'on fait des photographies mortuaires. Après, ce qu'on appelle la photographie mortuaire ou la photographie post-mortem, et qui donc va se développer au 19e siècle et puis progressivement s'éteindre dans la première moitié du 20e, on va dire en gros. Ça recouvre des réalités qui sont assez différentes, hein, selon les moments, selon le statut des personnes qui sont photographiées, selon aussi la chronologie, enfin le début de cette pratique et la fin. En gros, les premières photographies mortuaires qu'on a, qui sont effectivement très mises en scène et qui sont des mises en scène qui nous, qui créent chez nous une forme de malaise, hein. Ce sont des mises en scène où les morts sont représentés comme des vivants. Donc assis, les yeux ouverts, les enfants tenant des jouets, les couples, le mari tenant sa femme, etc. Nous, on a un sentiment de malaise vis-à-vis de ça, qui est un peu anachronique, hein, parce que, en fait, c'est une époque où la photographie n'est pas une pratique aussi fréquente qu'aujourd'hui, hein. Bon, moi, je sais pas, j'ai des petits-neveux, on est bombardés de photographies, ils sont accompagnés de photographies tout au long de leur vie. À l'époque, c'est pas le cas, surtout au début de la photographie. Donc, on fait des photographies pour les grandes occasions et on n'a pas toujours de photographie. Lorsque la personne meurt, on n'a pas toujours de photographie de cette personne vivante. Et a fortiori quand il s'agit d'enfants qui décèdent en bas âge. Donc ces photographies, elles sont destinées à être non pas le portrait mortuaire, mais le portrait, hein, de la personne qui est morte et qui va circuler dans les familles, qui va être intégré dans les albums, etc. Donc il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas de, les gens ont tendance à lire là-dedans quelque chose de morbide, mais c'est plutôt le contraire, hein. C'est-à-dire on veut arriver à avoir une représentation la plus proche possible de la vie. Parfois, c'est un peu dérisoire, hein, le résultat, mais bon, ça, c'est indépendant de la volonté de départ. Et puis après, bon, c'est pour ça que je disais que ça change aussi au fur et à mesure, hein, que la photographie se développe, en particulier que les instantanés vont faire leur apparition. Au fur et à mesure qu'on commence à avoir des photographies des gens à tous les stades de la vie, comme je le disais, mais plus particulièrement aux grands moments de passage, je sais pas, le baptême, la première communion, l'entrée au service militaire, le mariage. Bon, on va faire des photographies aussi sur le lit de mort, mais où il n'y a plus d'équivoque. Il n'y a plus d'équivoque. On met en scène aussi, enfin, on met en scène, mais pas une mise en scène du vivant. C'est-à-dire qu'on va faire des photographies de gens sur leur lit mortuaire, les yeux clos, entourés de fleurs, etc., hein. Ça, disons, c'est le schéma général, c'est ce qu'on va faire à la fin du 19e, au début du 20e. Après, il peut y avoir des variations selon les pays. Les mises en scène du vivant vont, semble-t-il, durer plus longtemps, par exemple aux États-Unis, hein, qu'en France. Mais bon, voilà, là, ce sont des variations nationales. Il y a eu vraiment une rupture, je pense. Ce type de photo s'est perdu. Alors, bien sûr, moi, j'ai des gens qui sont spontanément venus me dire, moi, j'ai fait une photo de ma grand-mère sur son lit de mort, etc., etc. Donc, c'est pas une pratique qui s'est totalement perdue, mais en tant que pratique sociale, c'est-à-dire que quelque chose qui était tout à fait banal à la fin du 19e siècle, où les photographes sur leur carte indiquaient portrait mortuaire, etc. Enfin, donc ça s'est perdu, ça n'existe plus aujourd'hui. La thanatopraxie a connu une croissance très rapide, hein, ces 30 dernières années. Maintenant, c'est à peu près la moitié des corps, hein, en France qui reçoit des soins de conservation. Et c'est allé de pair d'ailleurs avec la crémation. Et tout ça, c'est un refus comment dire, de la visibilité de la mort sur le corps. Donc, ce n'est pas le corps mort qu'on rejette. Je pense que, bon, moins en France, mais par exemple aux États-Unis, on sait que dans les salons mortuaires, on met en scène de façon parfois extrêmement baroque les corps dans leur environnement de travail, dans leur environnement de loisirs, etc. Mais ce sont des corps qui sont extrêmement préparés. Et le problème des corps liés au Covid, hein, on le sait, c'est que par exemple, ils ne pouvaient pas recevoir de soins, ils ne pouvaient pas être présentés. Enfin, Gaël Clavandier racontait que parfois on a laissé voir aux familles les corps en entr'ouvrant le sac mortuaire, hein, de façon furtive, hein.
Mais évidemment, on est très loin là de la mise en scène d'un corps pacifié, esthétisé, etc. C'est que depuis le 19e siècle, il y a quelque chose de nouveau qui s'est produit, c'est une espèce d'attention très forte des proches à la question du devenir du corps, et à la question du traitement du corps. Et ça, nous, on a du mal à imaginer que c'est quelque chose de relativement récent. Enfin, pour nous, les historiens, le 19e siècle, c'est récent. Et d'imaginer qu'avant, finalement, ce qui comptait, c'était le salut de l'âme. Donc, tant qu'on avait enterré quelqu'un en terre consacrée, tant qu'on avait fait dire des messes pour son âme, brûler des cierges, etc., on avait fait son devoir. Et après, le devenir du corps importait peu. D'ailleurs, l'emplacement de la tombe n'était souvent pas connu des familles et personne n'aurait eu l'idée d'aller se rendre sur les tombes. Et donc, ce qui est sûr, c'est que le corps a pris une importance croissante dans les relations entre les vivants et les morts. Et le centre de gravité, si je puis dire, du culte des morts, s'est déplacé vers la tombe, c'est-à-dire l'endroit qui abrite le corps. Et tout ce qui avait trait au respect de ce corps, au repos de ce corps, à la garantie qu'il ne serait pas déplacé, qu'il ne serait pas, comment dire, qu'il ne perdrait pas son individualité en étant mélangé à d'autres restes humains, etc. Tout ça est devenu, au fur et à mesure, de plus en plus important. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le corps occupe une place très importante maintenant dans ces rapports que les vivants ont avec les morts. Maintenant, pour ce qui est de la question de la dernière, de voir le corps pour faire son deuil, là, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je reste circonspecte, disons, parce que j'ai entendu des psychologues dire que effectivement c'était quelque chose de très important. Il y a ce discours des thanatopracteurs qui disent, mais qu'on peut comprendre comme un discours, et c'est pas une critique de ma part, comme un discours d'auto-légitimation professionnelle. Hein, effectivement, ils ont l'impression, peut-être à juste titre, d'avoir un rôle social très important de ce point de vue-là, en offrant une dernière image pacifiée. Bon, j'ai aussi entendu des psychologues dire que ça pouvait être très dangereux, cette espèce de focalisation sur l'idée qu'il faut voir le corps pour faire son deuil, parce que c'est une affirmation qui devient performative, hein, c'est-à-dire que si vous ne voyez pas le corps, vous ne pourrez jamais faire votre deuil, et évidemment, il faut dire aux gens qu'ils peuvent faire leur deuil, même s'ils ne voient pas le corps. Donc je crois qu'il faut faire très attention à ça. Du point de vue de l'histoire, on voit au XIXe siècle s'instaurer toute une série de rites qui sont liés à la veillée, à l'exposition du corps. Il y a pendant un moment une vogue de l'embaumement, etc., qui fait que, effectivement, on peut penser que voir le corps sur son lit de mort est quelque chose d'important, mais en même temps, l'embaumement que j'ai étudié décline à la fin du 19e siècle et il ne va recommencer que dans les années 60-70, 1960-1970. Donc il y a eu toute une période où certainement les gens n'ont pas vu ou ont vu très brièvement des corps ou ont vu des corps qui n'étaient pas forcément extrêmement bien préparés ou conservés. Et à ma connaissance, ça n'a pas engendré de traumatisme psychologique majeur dans la population. Donc je ne dis pas que c'est faux, mais voilà, je suis un peu circonspecte. J'aimerais qu'on ait des études croisées de psychologie sur cette question. On sait que ça a pu conduire à des situations parfois très pénibles dans le cas des enfants morts-nés ou dans les cas d'IVG thérapeutique, espèce d'injonction à voir les corps, en garder une dernière image, alors que bon, ça peut contribuer au contraire à épouvanter les parents de voir. J'ai un collègue très cher qui s'appelle Régis Bertrand qui a inventé une notion qui s'appelle la transition funéraire. Il explique qu'il y a, enfin, il y a eu une transition funéraire majeure entre le XVIIIe et le XIXe siècle, qui est celle que je décrivais il y a quelques minutes, c'est-à-dire le passage la fixation du culte des morts sur la tombe, sur les cimetières tels qu'on les connaît à l'heure actuelle, etc. etc. Et d'autres historiens, comme Guillaume Cuchet, s'interrogent sur la possibilité qu'on soit effectivement en train de vivre une transition funéraire, mais qui aurait commencé avant la crise sanitaire actuelle,
et dont les deux aspects les plus évidents sont la crémation, hein, la montée en puissance de la crémation, et celle de la thanatopraxie. Alors, il y a d'autres choses qui ont été convoquées, et notamment le développement de tout ce qui est virtuel, cimetières virtuels, mémoriaux virtuels, etc., livres de condoléances virtuels. Donc là, il est probable que la pandémie, hein, fasse aller les choses dans ce sens, puisqu'on sait qu'on a fait des cérémonies aussi en visio, des cérémonies mortuaires, hein, en visio, dans la mesure où la jauge des établissements religieux était limitée, ou l'accès au cimetière ou au crématorium était même parfois impossible. Donc oui, peut-être que cette image trouvera sa place là-dedans. Enfin, ça relève en tout cas, il me semble, de cette tendance un peu à la dématérialisation, au lissage, hein, de l'image des corps morts, qui ne sont pas pour autant, encore une fois, qui n'ont pas disparu de l'espace public, mais qui sont préparés, disons, et qui deviennent acceptables sous certaines conditions. La question de l'hygiène du cadavre et le fait que le cadavre devienne un enjeu d'hygiène publique, en fait, hein, ça, c'est à replacer dans cette transition funéraire que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire une attention accrue aux lieux de sépulture, hein. Et on le voit très bien à partir du XVIIIe siècle, hein, où on commence par chasser les morts des sous-sols des églises, hein, où ils étaient enterrés en nombre, pour les envoyer dans les cimetières, et puis ensuite, dans un deuxième temps, on va déplacer ces cimetières à la périphérie des villes. Donc le corps mort, dans l'esprit de ceux qui gouvernent, dans l'esprit de ceux qui font les règles d'hygiène publique, c'est un matériau, j'allais presque dire de façon provocatrice, un déchet urbain à gérer, et à gérer pour qu'il nuise le moins possible aux vivants. Donc toute une série de réglementations sur l'emplacement des cimetières, l'espacement des tombes pour que les corps soient consommés rapidement, la circulation de l'air au-dessus pour que l'air ne soit pas empoisonné, etc., etc. Alors ça, c'est toute une politique d'hygiène urbaine, d'hygiène publique, hein, qui s'intéresse aux cadavres, et qui, il faut le dire, hein, est en totale discordance avec l'évolution des sensibilités des contemporains, puisque les cimetières qui avaient été prévus pour être des lieux de, de consommation des corps, hein, des sortes d'usines à traiter les corps et à les faire disparaître, deviennent au contraire des lieux de conservation, puisqu'il y a toute cette pulsion de la conservation du corps qui traverse la société au XIXe siècle, hein, et donc on va voir se multiplier ce qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est-à-dire des concessions où les corps sont enterrés et doivent rester là, si possible, à perpétuité, hein, c'est l'idéal social. Voilà, donc on a une politique d'hygiène publique autour du cadavre, hein, qui vise à s'en débarrasser de la façon la plus propre et la moins nocive possible, et qui va aboutir à ce cimetière moderne, éloigné des villes, et qui va échouer d'une certaine façon, puisque comme je l'ai dit, les gens au contraire vont se rendre dans les cimetières, visiter les cimetières, bien garder les tombes le plus longtemps possible, etc. Et donc, ça va aboutir à d'autres projets hygiénistes, comme la crémation, par exemple, hein, qui est conçue comme une autre façon de consommer, ou plutôt même de consumer les corps, plus rapide, plus efficace, hein, mais qui là aussi va échouer face aux sensibilités. Donc il faut bien distinguer ces politiques d'hygiène du cadavre euh, des sensibilités qui, elles, vont dans le sens de la conservation, hein, destruction du côté des politiques d'hygiène publique, et au contraire conservation. Et l'embaumement, par exemple, relève de ces sensibilités communes, hein, qui ne sont pas encouragées par la médecine, au contraire. La photo permet aussi de combattre l'anonymat de la housse mortuaire. Alors, bon, les pompes funèbres proposent des modèles de cercueil qui sont personnalisables, etc. On peut toujours avoir l'impression comme ça de s'occuper jusqu'au bout de son défunt,
de veiller à son confort, par le choix des couleurs, des tissus, enfin je sais pas, des essences de bois. La housse, non, hein, c'est un sac poubelle, en même temps c'est extrêmement anonyme et je sais que des soignants ont accepté de poser des vêtements, qui sont aussi une manière de rétablir l'individualité de la personne, de poser des vêtements sur ces housses avant que, les corps soient mis en bière et on fait des photos de ce genre de choses, en fait.